Bon, alors ça fait plus de 10 ans que je suis sur le marché FX. Des erreurs, j'en ai faites. Et surtout, ces erreurs, j'ai dû les identifier pour les résoudre. On parle souvent de devenir rentable, profitable en trading. Beaucoup de personnes essayent d'aller chercher plus de profit, alors que très souvent, en fait, si tu enlèves quelques erreurs, tu enlèves quelques pertes, ta rentabilité arrive bien plus rapidement et bien plus facilement que garder toutes ces erreurs, toutes ces pertes et essayer de rajouter des profits par-dessus. En plus de ça, j'ai eu la chance d'accompagner des traders retail complètement débutants, les aider à devenir des traders rentable et j'ai donc pu voir encore une fois les erreurs les plus fréquentes et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais te montrer 5 erreurs pratiques qui te font perdre en trading et qui probablement peuvent être la raison pour laquelle tu n'es juste pas rentable. Alors une de ces premières erreurs fréquentes, c'est de placer ton stop à un prix qui n'invalide pas ton idée. Ce que je veux dire par là, c'est prenant cet exemple. On a une tendance haussière, je te fais un exemple vraiment bateau, simple pour que tu puisses comprendre. On a une trendline haussière avec une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Quelle est ton idée derrière ce potentiel trade? Ton idée, c'est que cette trendline va continuer à supporter le prix, d'accord? Si c'est un trade vraiment purement technique, hein, là, encore une fois, je te prends un exemple sans prendre en compte les macros, sans rien. Mais ton idée, c'est que cette trendline continue à supporter le prix et qu'on voit le prix continuer vers des nouveaux highs. Ça, c'est l'idée. Très bien. Maintenant, venons à l'exécution. L'idée, c'est une chose, l'exécution, c'en est une autre. Ce que beaucoup de traders vont faire, on va venir ici, c'est par exemple exécuter sa position ici, donc son ordre d'achat juste là, avec un stop, par exemple, juste dessous le précédent low qui serait donc celui-ci. Et puis, aller placer son target quelque part vers ici, aller chercher potentiellement la prochaine résistance. Le problème avec cette façon de faire, c'est que c'est très possible de voir le prix finalement aller dans son sens, revenir toucher la trendline et au passage son stop loss, puis après continuer et aller chercher le target. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que la personne avait vu juste dans son analyse. En effet, la trendline a bien supporté le prix et on est bien allé chercher des nouveaux highs. Cependant, l'exécution en elle-même était mauvaise. Ici, le stop, il faut vraiment que tu comprennes que c'est un ordre. Là, ton exécution d'entrée, c'est un ordre d'achat. Là, dans cet exemple, on a fait un market execution, donc littéralement, tu achètes au marché. Maintenant, ce stop loss et ce target, c'est des noms faciles à retenir, stop loss et target. Mais l'ordre sur le marché qu'on a ici, c'est un sell stop. C'est pour ça qu'on appelle stop loss de manière générale. C'est un sell stop. Et ce qu'on voit ici, c'est un sell limit. Donc, ce sont deux ordres de vente séparés. Un sell limit parce que c'est au-dessus du prix. Un sell stop parce que c'est en dessous du prix. La question qu'il faut que tu te poses, c'est ici, ton sell stop, est-ce que si le prix revient là, tu veux vraiment vendre cet actif? Peut-être que oui. Mais si ton idée, c'était que la trendline va tenir et que donc après ce rebond, on devrait voir un nouveau high, dans ce cas, il n'y a absolument aucun sens de mettre son stop ici, même si c'est derrière ce low. Parce que tout simplement, le prix va pouvoir revenir, toucher ton stop et continuer. Ton idée est toujours valide, mais tu as perdu de l'argent. Donc dans ce cas-là, il faudra absolument que ton stop soit derrière cette trendline pour que si on voit réellement un break de cette trendline, là, ça exécute ton stop. Là, ton idée est invalidée. Ton idée, c'est que la trendline allait continuer à faire office de support. Cette idée a été invalidée. Là, auquel cas, tu as tes ordres de vente qui, en fait, seraient un petit peu la même chose que si tu essayais de trader un breakout à la vente. Sauf que c'est un sell stop, c'est un stop loss, tu sors de ta position. Donc, de manière générale, demande-toi toujours si ton ordre stop loss est réellement un prix auquel tu aimerais soit vendre si tu étais en achat ou alors racheter si tu étais en vente. Les seuls moments où on va dire cela ne s'applique pas, mais ce serait seulement pour les traders avancés. Donc, tous les traders débutants qui regardent cette vidéo, ça ne s'applique pas à vous. Ce serait pour des raisons stratégiques par rapport à ton risk to reward que tu as backtest et tu sais que tu as un edge statistique à la jouer comme ça. Je te donne un exemple. Sur un certain mouvement, certains traders vont prendre le choix d'avoir des stops qui sont très tight pour avoir des risk to reward qui sont très bons et ils savent que de manière générale, il y a de grandes chances qu'ils se fassent stopper. Mais ça ne va pas les arrêter parce qu'ils vont potentiellement prendre 3, 4 positions sur ce mouvement et l'objectif, c'est qu'il y en ait au moins une qui passe. Mais là, c'est une autre stratégie, mais de manière générale, pour la plupart des trades de swing que les débutants font, c'est une erreur de placer des stops à des prix qui n'invalident pas l'idée globale. Maintenant, une deuxième erreur qui réduit ta rentabilité en trading, c'est de tout simplement ignorer les conditions du marché. Prenons un exemple. On est dans un environnement où on a soit peu de volume, soit peu de liquidité, soit peu de volatilité. Généralement, ça va arriver pour des raisons assez spécifiques. Je te donne un exemple. Si on a, pour des raisons macro, tout le monde attend les chiffres du CPI ou une décision de la Fed extrêmement importante qui remettrait en cause toute la rhétorique actuelle, qui arrive mercredi et on est lundi, pose-toi la question, quelles sont les chances que
les autres participants du marché, comme tu sais, l'argent qui fait vraiment bouger les marchés, ce sont les grosses banques, les fonds d'investissement, l'argent institutionnel, qui va aller prendre de gros paris avant une annonce dont personne ne sait le résultat? La réponse, c'est pas grand monde. De manière générale, avant ces données-là, on voit du price action qui est bien plus restreint et bien plus bloqué dans un petit range. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun catalyste pour aller envoyer du volume sur le marché. Il ne va pas y avoir beaucoup de volume. Ça serait un exemple. Un autre exemple, ce serait par exemple pendant des jours fériés ou alors pendant les périodes de fêtes de fin d'année, pendant Noël, pendant le Nouvel An, même un petit peu pendant l'été où on voit une baisse de volume, on a tendance à voir ces ranges qui sont en place. Donc prenons un exemple, on a le prix qui monte et puis là qui a tendance voilà, à range quelque chose comme ça. Et donc l'erreur que vont faire beaucoup de traders dans ce genre de scénario, c'est se contenter de trader de manière théorique. Qui serait dans cet exemple? Oui, on a ici une impulsion, là on a notre correction et puis on repart à la hausse pour une autre impulsion. Ici, on est en train de break out cette résistance, donc je vais aller acheter ici. Et donc, il se retrouve finalement à aller acheter à ces prix-là, avec potentiellement un stop là, et ils vont chercher leur target plus loin en s'attendant, encore une fois, à ce mouvement, une nouvelle impulsion. Sauf que là, le problème, c'est qu'ils ignorent complètement la situation du marché actuel, qui est que ce range est causé par quelque chose. Une fois que tu comprends le marché et que surtout tu es capable de regarder noir sur blanc ce qui est en train de se passer et que évidemment on a une baisse des volumes, on a une baisse de la liquidité, personne va prendre des gros paris, pourquoi est-ce que toi tu vas aller essayer de trader une grosse impulsion? Il n'y a absolument aucun sens. Donc généralement ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un faux breakout et le prix va finalement revenir dans le range et la personne va se faire stopper. Et généralement, il va appeler ça de la manipulation de marché parce que, je te montre ça tout de suite, on avait notre résistance qui était bien claire, quelque chose juste ici. On avait bien un breakout, la personne a pris son trade, ça revient à l'intérieur et là, en quelque sorte, ce faux breakout était anticipable de par la condition de marché. Ça me rappelle un trade que j'ai pris, alors je crois que c'était soit 2023 ou 2022, je sais plus exactement, mais c'était un trade sur Euro-Yen. Je m'en rappelle bien parce que Euro-Yen, c'est une de mes paires préférées. On avait un setup un petit peu similaire à ça, où on avait un genre de range qui n'est pas parfait, encore une fois, hein, il y a une grande différence entre ce qu'on voit dans les livres et ce qu'on voit réellement sur les marchés. Et on avait un petit peu ce breakout qui était un peu illogique dans des conditions de marché qui étaient en range total, sachant que tous les marchés sont interconnectés. Donc si on a plusieurs paires FX qui sont en range, qu'on check le marché equities, donc des actions, les actions sont aussi en range, les commodités sont aussi en range, on a un marché global qui est en range. Donc encore une fois, aller essayer de trader une impulsion n'a littéralement aucun sens. Bref, je me rappelle qu'on avait eu ce breakout à la hausse que j'avais pu utiliser pour prendre des positions de vente et parier sur une baisse du prix parce que pour moi, on allait justement voir ce faux break, toutes ces personnes se faire sortir et c'est littéralement exactement ce qu'on avait eu. Quelque chose que j'ai pu faire. Donc déjà, un, des pertes que je me suis évité et deux, un profit que j'ai pu prendre grâce au fait que juste je comprends la condition du marché et c'est pas sorcier à comprendre, hein, je pense que je te l'expliquais. Une autre erreur que je vois beaucoup de traders faire qui rejoint le fait de trader avec les conditions du marché, reconnaître les conditions du marché, c'est essayer de vendre des résistances quand on est en tendance très forte. Donc généralement ça dépend de l'actif, mais quand on a des chutes sur les marchés, elles ont tendance à être plus rapides que les hausses. Encore une fois, ça dépend des marchés. Mais donc prenons l'exemple d'une chute. On a un marché qui a tendance à chuter très agressivement de cette manière. Ce que vont faire beaucoup de personnes, et ça d'ailleurs on peut le voir sur le positionnement retail, c'est que la plupart des traders retail vont essayer d'acheter. Pourquoi? Parce que le prix est en train de dégringoler. Donc ils se disent, ah bah c'est une bonne affaire. Donc ils achètent. Ils achètent avec leur stop, ils se font sortir. Très bien. Là à nouveau, ils achètent avec leur stop, ils se font sortir. Quand j'étais en institution, on avait une phrase pour ça, c'était Don't try to catch a falling knife. Donc n'essaye pas d'attraper un couteau qui est en pleine chute. De manière générale, si on a une condition de marché, ça peut être une condition risk-on ou une condition risk-off, donc quand les actions, les indices boursiers, de manière générale américains, pump de ouf ou alors chute de ouf, tous les autres marchés sont interconnectés et vont de manière générale suivre. Si on est dans ce genre de truc, n'essaye pas d'acheter les supports. Et exactement de la même manière, si on a un marché qui pump et qui pump et qui pump, je sais que tous les traders vont avoir tendance à vouloir choper le dernier mouvement, on va dire, essayer de vendre à ces niveaux-là et c'est le moment où on a le renversement. Je sais que c'est tentant, mais de manière générale, c'est une très mauvaise idée. Et comme je te le disais, on le voit, mais quand on voit ce genre de mouvement très agressif à la baisse, on voit toujours le volume retail être à 90-95% d'acheteurs. Tous les retails sont en achat et tous sont en train de se faire mais dégommer. Et exactement la même chose sur une hausse. On voit tous les traders retail en train de vendre
et ils se font tous allumer. Maintenant, si tu as une vraie compréhension du marché, niveau macro, on va dire tu pourrais avoir des raisons de prendre un pari si tu penses vraiment qu'un asset est overvalued ou undervalued. Et encore, de manière générale en finance, on dit que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps qu'un trader peut rester solvable. Donc en effet, parfois un marché peut continuer à pump pour littéralement aucune raison, juste parce que le collectif continue à acheter. En termes de macro, il n'y a aucune raison, mais si tu continues à prendre des paris contre tout le monde, même si sur papier tu as raison, au bout du compte, le prix, le marché a toujours raison. Une autre erreur que je veux que tu évites en trading, c'est d'essayer de trader les deux côtés d'une annonce économique. Comme tu sais, on a un calendrier économique avec des datas macro importantes qui sortent. De manière générale, on a la data du mois précédent ou du trimestre précédent ou de l'année précédente, peu importe le time frame, et on va avoir les attentes des économistes, les attentes des analystes. Donc c'est le certain forecast. De manière générale, si on a une data qui sort au-dessus du forecast, on va avoir tendance à voir le prix pump à la hausse. Et si à l'inverse, on a une data qui sort plus bas que le forecast, on va avoir tendance à voir les prix qui partent à la baisse. Donc jusque-là, logique. Et donc beaucoup de traders vont justement penser, mais attends, est-ce que ce serait pas smart d'avoir potentiellement un buy stop juste au-dessus du petit range et un sell stop juste en dessous du petit range? Comme ça, si la donnée sort de manière positive, on part à la hausse, je me fais exécuter, j'atteins mon target direct, je me fais un profit. Et si ça part à la baisse, ça enclenche mon sell stop, ça va à mon target et je fais aussi mon profit. Et puis si l'annonce n'a rien de spécial, on va continuer dans ce range, je vais pas me faire exécuter et il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai qu'en théorie, cette stratégie pourrait être bien. J'ai d'ailleurs une petite histoire, une anecdote à ce sujet, mais il y a environ 7 ans, avec un ami, quand j'étais à Londres justement, on essayait de développer une stratégie autour de ce principe-là, donc autour des news économiques. On avait fait donc justement tout un tableau statistique pour essayer de calculer le move moyen en termes de saisonnalité sur chaque type d'annonce différente. Comme tu sais, chaque annonce a un impact différent sur le prix. Donc en moyenne, cette annonce-là cause un mouvement de 20 pips. En moyenne, cette annonce-là cause un mouvement de 100 pips, etc., etc. Et donc on avait basé une stratégie autour de ça avec des ordres OCO. Donc les ordres OCO, c'est one cancels the other. Donc exemple, si on avait justement un buy stop ici et un sell stop ici et qu'on avait de la volatilité, si un était touché, ça annule l'autre ordre automatiquement. Surtout pour pas avoir ce genre de mouvement où du coup tu as un achat ici, une vente ici et dans les deux cas tu t'es fait allumer. Bref, on a passé pas mal de temps sur cette stratégie, on l'a backtesté, c'était très rentable. On l'a tradé en live sur des comptes démo et en effet notre système marchait. Donc jusque là très bien. On pensait avoir trouvé justement la pépite et quelque chose qui est assez automatisé en plus. Et bref, le moment où on a voulu l'exécuter donc sur des comptes réels, là c'était un petit peu une autre paire de manches. Alors en effet sur des comptes réels, on avait deux problèmes majeurs. Le problème c'était le slippage. Donc il faut que tu comprennes que le spread, c'est donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente à un moment T. Quand on a une annonce économique de manière générale, ce spread peut augmenter et surtout on peut avoir un slippage. Donc c'est-à-dire que si on a un ordre de vente ici et que le mouvement est très agressif, il se peut que entre ce prix-là, entre le début de l'annonce et, exemple, ce prix-là, il n'y ait aucune transaction qui soit faite. Donc, si moi, j'avais un ordre d'achat ici, eh ben, il ne peut pas être exécuté ici, il sera donc exécuté ici. Donc, si le prix fait ça, je me fais finalement exécuter à des prix que je ne voulais pas de base et donc, ça invalide finalement cette stratégie. Stratégie qui, comme je te l'expliquais, sur un compte démo, marchait très bien. Mais une fois qu'on passe en live, ça marchait plus bien. Donc, ça, c'était le premier problème. Ou alors, deuxième problème, on a essayé de passer par des courtiers où on avait des spreads fixes et plutôt des commissions importantes. Et là, le problème, c'était tout simplement que les courtiers nous empêchaient d'exécuter ce genre de stratégie. Et c'est juste là, à ce moment-là, qu'on a compris que ce genre de stratégie ne marchait pas. En théorie, oui, ça marche. Sur un marché réel, ça ne marche pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut juste pas trader les annonces économiques et c'est absolument à fuir? Non, il faut trader les annonces économiques dans une direction qui confirme ton idée principale. C'est pourquoi je dis, n'essaye pas de trader deux directions d'une annonce économique. J'achète si c'est plus haut, je vends si c'est plus bas. Non, tu as une idée principale. Prenons un exemple, on prend dollar yen. On a notre paire dollar-yen ici et tu as un biais vendeur sur le dollar, un biais acheteur sur le yen japonais, peu importe les raisons, d'accord? Le yen japonais, peut-être que c'est une des seules économies qui est plus hawkish que les autres. Les derniers chiffres du CPI, les derniers commentaires de Powell de la Fed ont été plutôt dovish. C'est d'ailleurs pourquoi on voit ce mouvement plutôt négatif sur dollar-yen. Et pour toi, c'est un mouvement qui devrait continuer pendant une période d'encore 2 semaines si on n'a aucune data qui vient contredire cette idée dollar-yen baissière. Là, on est potentiellement vendredi, on a les chiffres du NFP, donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sort. Donc évidemment, on voit, tu vois, cette petite contraction du prix qui est assez normale avant une annonce économique. Là, non, tu ne vas pas essayer de trader à la hausse et à la baisse. Tu vas potentiellement essayer de trader seulement à la baisse parce que ton idée macro sur les 2 semaines à venir, c'est baissier dollar-yen, à moins qu'une data vienne contredire cela. Sauf que là, si tu as une confirmation de la data, là, auquel cas, tu pourrais exécuter parce que ce qui va sûrement se passer, c'est que le prix va évidemment
réagir directement à la data. Si la data NFP par exemple est négative, là tu vas pouvoir exécuter tes positions. Mais c'est surtout que par la suite, on devrait continuer à voir une baisse. Donc même si tu as eu, on va dire, un problème de slippage et tu avais ton exécution qui était ici et au final tu as été exécuté ici, de manière générale, si l'idée derrière était bonne et que tu as eu confirmation avec cette annonce, ton trade devrait quand même être bon. Là où tu vas te faire allumer, c'est si tu essayes de trader les deux côtés et que tu comprends pas ce qui vient avant l'annonce. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, je vais m'arrêter là. Mais il faut bien que tu comprennes toute la rhétorique fondamentale et macro qui arrive avant une donnée économique. Une donnée économique, c'est pas aussi noir ou blanc ou c'est positif ou c'est négatif. Non, ça dépend quel est le prix avant cette annonce et ça dépend du positionnement et du mood de tous les autres participants du marché avant cette annonce précise. Donc, utilise les annonces comme confirmation si tu veux exécuter pendant une annonce et non pas comme j'achète ou je vends si c'est au-dessus ou si c'est en dessous. Cette stratégie ne marche pas. Je l'ai essayé, donc ne l'essaye pas. Et maintenant, une des dernières erreurs que je veux que tu évites dans ton trading, c'est d'ignorer tes setups, ignorer tes analyses après une perte ou un gain. Prenons un exemple ici, encore une fois, d'un point de vue assez technique, comme ça je peux te l'expliquer et te le montrer. On a donc ce mouvement, cette tendance, on a cette trendline qui a été break, on a ce niveau-là qui a aussi été break. Là, on revient et retester cette trendline et tu as peut-être d'autres raisons aussi de vouloir vendre. Donc là, le positionnement que tu veux prendre, c'est une position à la vente qui est assez logique. Donc juste ici, tu as ton entrée. Allez, disons que juste au-dessus de ce niveau, tu mets ton stop loss et ici, tu mets ton target. Ok, tu as un bon risk to reward, ton trade te paraît bien. Voilà, on en est là. Alors le prix va d'abord aller dans ton sens, puis après avoir un oui et finalement te sortir. Donc on va voir quelque chose comme ça, puis bam, on vient te sortir, tu as été exécuté, là tu n'es plus dans ton trade, tu t'es fait sortir et la grande majorité des traders débutants vont dire à ce moment-là, ah bon bah j'avais mon analyse, j'avais mon setup, je me suis fait stopper, bon c'est pas grave, je passe au prochain trade. Sauf que j'espère que là tu vois une certaine erreur. Là l'idée c'était encore une fois que cette trendline tienne, qu'on ait ce renversement de tendance et qu'on revienne partir à la baisse. Ici l'idée, alors certes tu t'es fait stopper, mais l'idée n'est pas complètement invalidée. Et on pourrait argue qu'on a toujours cette résistance qui est importante. Et dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est finalement reprendre de nouvelles positions où tu reprends une vente ici, avec potentiellement un stop un petit peu plus large ici, et à nouveau trader cette même idée. Et peut-être cette fois-ci, c'est le trade qui passe. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, mais dans le premier exemple où tu avais ton exécution qui était juste ici et ton stop qui était juste ici, beaucoup de traders seraient dans cette situation où le prix est venu, ils ont exécuté, ils se sont fait stop, et au final, le prix est allé dans leur sens. Et ils disent ah bah tu vois, je le savais, j'avais raison, mais je me suis fait stopper, c'est de la manipulation de marché, si, ça. Mais il faut que tu comprennes que ton setup n'est pas forcément invalidé et tu ne vas pas juste te dire bah attends, je passe à autre chose, je passe à un autre trade. Non, pour moi, ça m'arrive très souvent de prendre 3, 4 positions sur le même setup, que ça soit après un profit ou que ça soit après une perte. Dans ce cas-là, c'est après une perte et au final, on a pu reprendre une position et cette fois-ci, c'était la bonne parce qu'on n'a pas complètement fermé ce setup, fermé cette analyse. Mais donc, comme je te disais, ça c'est un exemple après une perte, mais on pourrait aussi l'avoir sur un gain. Donc prenant cet exemple, on décide de vendre dans la tendance, on a plusieurs raisons de vouloir vendre, on a notre stop qui est ici, on a notre target qui est disons ici, encore une fois pour des raisons assez spécifiques. Le prix va dans notre sens, tout est bon, mais sur ce petit support, le prix revient, on a décidé de ce stop venir le trail juste ici et donc on a le prix qui vient nous stopper. Ok, donc on sort en profit, on sort à peu près avec un risk to reward à 1 pour 1, donc très bien. Ce que vont faire la majorité des traders encore une fois, c'est bon, bah, j'ai pris 1 pour 1, j'ai pas atteint mon target, mais bon c'est pas grave, on passe au prochain trade et j'ignore ce que je viens de faire ici. Mais non, si rien n'a changé et que potentiellement ici on a toujours les raisons, les biais assez baissiers, on pourrait très bien juste ici finalement reprendre une autre position parce que notre idée, notre analyse, on l'a déjà faite, on a déjà nos raisons, mais pas tout ça à la poubelle. Reprendre une position de vente ici avec notre stop, peut-être cette fois-ci encore plus court et puis notre target initial. Et puis là, on va avoir cette fois-ci encore une fois un autre trade gagnant qui peut-être cette fois-ci atteint le target. Donc encore une fois, ne t'arrête pas après t'être fait stopper et passer complètement à autre chose. L'opportunité peut toujours être là et comme je te dis, ça m'arrive très souvent d'avoir plusieurs positions sur une seule et même idée. Je t'invite d'ailleurs à aller checker cette vidéo où j'analyse de A à Z 3 ou 4 positions que j'ai pu prendre sur euro-yen qui venaient d'une seule et même idée. C'est juste que je me suis fait stopper au milieu avec des stop trail, mais au final, j'ai pris plus d'argent que je n'aurais pris si ça avait juste atteint mon target en premier. Donc sur ce, ça conclut cette vidéo. Si tu y as trouvé de la valeur, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Si tu as quoi que ce soit comme question, tu la mets dans les commentaires. Va checker toutes mes autres vidéos gratuites sur le trading, la finance, l'investissement. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.